on va se pencher sur une question fondamentale, une peur que tout être humain ressent un jour ou l'autre, celle de la fin. Mais, et si cette peur n'était pas du tout une faiblesse? Et si au contraire, c'était le véritable moteur de notre destinée à l'échelle cosmique? C'est l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre ça, il y a l'histoire de ce jeune garçon, Nikolai Mouchkambarov. Le jour où il a compris que tout le monde devait mourir, sa réaction n'a pas été la peur ou la tristesse, mais une sorte de promesse, une résolution. Il trouverait un remède. C'est cet élan, cette révolte contre la fatalité, qui est au cœur de notre sujet. Voilà la question qui change toute la perspective. On passe d'une angoisse très personnelle, très intime, à une quête collective. Et si notre combat contre la mort n'était pas juste une façon de sauver nos peaux, mais en réalité la mission la plus profonde de la raison dans l'univers? Alors, pour pouvoir avancer dans cette réflexion, il nous faut un nouveau terme, un mot pour désigner n'importe quelle entité capable de penser, qu'elle soit humaine ou pas. Et ce mot, c'est le cogiton. Un cogiton, c'est quoi? Eh bien, c'est n'importe quel être conscient de lui-même. Ça nous inclut, nous les humains bien sûr, mais ça ouvre la porte aux intelligences artificielles de demain, et pourquoi pas à d'éventuelles vies extraterrestres. En gros, si ça pense, si ça crée, si ça peut dire « je », c'est un cogiton. L'inspiration, elle est assez claire. Ça vient tout droit de Descartes et de son fameux cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Le cogiton, c'est l'être qui existe parce qu'il pense. C'est une base philosophique assez solide pour une idée qui, elle, est carrément futuriste. Bon, maintenant qu'on a posé ce concept, on peut vraiment attaquer le cœur du sujet. Quel serait le but ultime de tous ces cogitons? Et là, l'idée est juste vertigineuse. L'objectif final, ce ne serait pas la survie de chacun dans son coin, mais la fusion de toutes les consciences en une seule et même super-entité. Un esprit cosmique qui deviendrait immortel en existant aussi longtemps que l'univers lui-même. C'est l'immortalité, mais à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Pour se faire une idée du temps que ça pourrait prendre, on peut regarder l'échelle de Kardashev. Aujourd'hui, on est une civilisation de type 0. On brûle des plantes mortes pour avoir de l'énergie. Pour passer au type 1, une civilisation qui maîtrise l'énergie de sa planète, il faudrait 1 siècle ou 2. Mais pour le type 3, une civilisation galactique capable ne serait-ce que d'envisager ce projet d'esprit cosmique, là on parle de centaines de milliers d'années, minimum. D'accord, le but est ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais concrètement, comment est-ce que l'humanité pourrait ne serait-ce que commencer ce chemin vers une forme d'éternité? Alors là, c'est intéressant, parce qu'il y a en gros 2 grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a la voie biologique, elle voit le vieillissement comme une maladie qu'on pourrait soigner pour faire durer nos corps beaucoup plus longtemps. Et de l'autre côté, il y a la voie cybernétique. Son but, c'est de nous affranchir complètement de la biologie en transférant notre conscience, notre moi, sur un support artificiel, une machine par exemple. Le roboticien Hans Moravec, lui, a une vision assez poétique de cette voie cybernétique. Pour lui, les intelligences artificielles seraient nos enfants, nos descendants. On leur passerait le flambeau de la conscience, et ce seraient eux qui continueraient le grand voyage. C'est une vision qui est à la fois très belle et un peu mélancolique quand même. Mais avant même de rêver à ce futur, il y a un énorme obstacle sur la route. Et cet obstacle, eh bien, c'est nous. Ce grand projet cosmique est peut-être en danger, moins à cause de menaces extérieures que de ce qu'on est en train de devenir. Bon, les menaces externes, on les connaît. La guerre, les pandémies, la pollution. Mais le vrai danger, celui qui est plus insidieux, c'est une sorte de déclin intellectuel généralisé, un abrutissement de la société qui nous empêcherait d'atteindre notre plein potentiel. Et sans ce potentiel, adieu l'esprit cosmique. Un premier symptôme de ce déclin, certains l'appellent la démence numérique. L'idée, c'est que le fait de remplacer les interactions avec le monde réel par des écrans affecte le développement du cerveau, surtout chez les plus jeunes. Résultat, des difficultés à se concentrer, à saisir les nuances, à penser de manière complexe. Le mécanisme derrière ça, c'est une sorte de compétition dans notre cerveau. On a un système pour consommer de l'info en continu et un autre pour penser en profondeur. Le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire les deux en même temps. Et à force de sursolliciter le premier, on finit par atrophier le second. Et ce phénomène, il a un nom donné par le professeur Saveliev, l'homopadisation. C'est quand on délègue toute notre intelligence à nos appareils, au point de ne plus pouvoir s'en passer. Selon lui, ça nous transforme littéralement en babouins absolument contrôlés. C'est une image choc, mais qui fait réfléchir sur notre dépendance et la perte de notre autonomie de pensée. Et tout ça nous ramène à une dernière question, peut-être la plus importante. Si le but ultime est de fusionner en un grand esprit universel, quelle est la place de l'individu là-dedans? Notre conscience personnelle, notre moi si précieux, est-ce qu'il doit être préservé à tout prix? Ou bien est-ce qu'il n'est finalement qu'une étape, un tremplin destiné à disparaître dans quelque chose de bien plus grand? La réponse qu'on donnera à ça pourrait bien définir tout l'avenir de la conscience.